Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler principalement de taux négatifs en partant de la dernière déclaration de l'ancien président de la Fed, Alan Greenspan, qui vient de déclarer qu'il n'y a pas de barrière pour que les rendements des bons du Trésor américain passent en dessous de zéro et que de façon générale, le seuil de zéro n'a aucune signification, selon lui, aucune signification particulière en termes de rendement, de prêts, de taux d'intérêt sur les emprunts qu'on peut faire. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de dettes dans le monde qui se contractent avec des taux négatifs. Donc, le dernier pointage qui a été fait ici, selon une étude de la Deutsche Bank, chiffre le volume total de dettes à taux négatif actuellement dans le monde à 15 trillions de dollars, c'est-à-dire 15 000 milliards de dollars. Ça fait quand même pratiquement 3/4 du PIB américain, donc c'est un chiffre qui commence à être assez considérable. Et on vient d'avoir même au Danemark une banque qui lance le premier prêt immobilier ici à taux négatif. Donc vous voyez, First Negative Interest Rate Mortgage, avec un taux négatif de 0,5% par an. Ça veut dire que en ce moment au Danemark, cette banque propose carrément de rémunérer les emprunteurs qui voudraient bien contracter un emprunt immobilier. Alors, a priori, il y a de tels phénomènes depuis en tout cas que les monnaies et des systèmes financiers existent, depuis plusieurs siècles. On n'a jamais observé dans l'histoire jusqu'ici de taux d'intérêt négatifs. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau qui apparaît et qui a priori assez absurde. On se demande pourquoi on irait prêter, on irait payer quelqu'un pour qu'il nous emprunte de l'argent. Si on est en tout cas du point de vue du prêteur, ça semble complètement absurde de prêter à quelqu'un à des taux d'intérêt négatifs. Alors, si on observe malgré cela ce phénomène, c'est tout simplement que certains investisseurs commencent à être suffisamment désespérés par la conjoncture économique pour se dire qu'ils n'ont aucune option disponible de placement leur offrant des taux d'intérêt positifs sans présenter pour cela de risques acceptables et qu'ils préfèrent, ils sont prêts à accepter des taux d'intérêt légèrement négatifs en échange d'une sécurité pour leurs avoirs, en se disant que, ma foi, un taux d'intérêt à moins 0,5%, placé dans un prêt qui est sûr, qui offre des garanties solides, c'est pour eux mieux que garder leur cash quelque part sous leur lit ou dans une cachette au fond d'un jardin, par exemple. Je caricature un peu, mais c'est ça. Donc c'est quand même un signe qui est extrêmement pessimiste, qui est envoyé sur nos économies pour les années qui viennent. Alors maintenant, malgré tout, est-ce que ce chiffre du taux zéro n'a aucune importance, comme le dit Greenspan? Est-ce qu'on pourra à l'avenir relancer des économies par des baisses de taux à moins 2%, moins 4%, moins 5%, etc. Ou est-ce qu'il représente une barrière réelle qui est infranchissable? À mon avis, clairement, le seuil du zéro est une barrière physique qui est quasiment infranchissable. On peut aller vers des taux légèrement négatifs à moins 0,5, moins 1%, en se disant qu'un investisseur pourra accepter de placer son argent en banque en échange d'une relative sécurité à ce niveau-là, plutôt que de le retirer du système. Mais si les taux deviennent durables, fortement négatifs, je ne sais pas, moins 5%, moins 6%, à ce moment-là, personne ou presque n'ira laisser son argent en banque. On préférera retirer son argent de la banque, retirer le cash, le cacher quelque part. Ça sera toujours mieux que de perdre 5% par an sur un placement qu'on laisserait en banque. Donc il y a pour moi vraiment une barrière du zéro qui existe, qui est presque infranchissable. Si des dirigeants de banques centrales ou d'État essayent de mettre en place des taux fortement négatifs pour relancer les économies, immédiatement ils vont détruire le système bancaire du pays ou de l'institution qu'ils dirigent. Il y aura un bank run, les gens vont retirer leur argent. C'est pareil pour les fonds en euros. Il y a toute une industrie bancaire en ce moment autour de ces fonds en euros qui restent encore assez populaires, même s'ils offrent des rendements dérisoires, entre 1,5 et 2% aujourd'hui.
Imaginez qu'on passe sur ces fonds en euros à des rendements durablement négatifs à -3, -4%, forcément vous allez retirer toutes vos économies. Si vous avez ce type de placement, vous allez arrêter de les souscrire. Il faut bien voir que le métier d'une banque, c'est d'emprunter sur le marché à court terme ou d'utiliser les dépôts des clients à taux faible pour prêter évidemment à des taux beaucoup plus élevés sur du plus long terme et gagner de l'argent là-dessus en faisant de la marge sur l'écart de taux auquel la banque emprunte son argent et auquel elle va le reprêter ensuite. Si les taux d'intérêt sont négatifs ou à zéro partout, la banque elle ne peut plus réaliser son métier normalement et à ce moment-là, elle sera obligée soit de prêter à des emprunteurs très peu solvables, à des emprunteurs risqués, dangereux pour malgré tout essayer d'avoir des taux et dans ces cas, elle sera mise en grosse difficulté à chaque retournement de conjoncture économique. Soit elle devra imposer des taux d'intérêt fortement négatifs à ses déposants, -3, -4%, pour essayer de maintenir quand même ses marges en prêtant à taux zéro ensuite. Et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, les déposants vont retirer leur argent. En fait, le système bancaire, on le voit sur ce graphique, en Europe, il souffre déjà beaucoup. Vous avez ici donc l'index des valeurs bancaires sur une durée de 12 ou 13 ans. On voit où on en est, on était à 480 points avant la crise de 2008-2009 et depuis, le secteur bancaire ne s'en est jamais remis. Vous voyez, on a des plus hauts de plus en plus bas à chaque ralentissement économique et ici un support de très long terme entre 76 et 78 points qui est en ce moment sur le point de casser, c'est-à-dire qu'on casserait un support qui est vieux de plus de 10 ans sur cet indice des valeurs bancaires. Cette barrière du taux zéro, on la voit très bien au Japon qui a quelque chose comme 15 ou 20 ans d'avance, ou au moins 15 ans d'avance en tout cas sur nous dans la transition démographique et dans le vieillissement de sa population. Donc au Japon, les taux zéro sont en vigueur depuis la fin des années 90, le début des années 2000. Mais vous voyez qu'en 15 ou 20 ans de conjoncture démographique vieillissante, la Banque centrale japonaise n'a jamais franchi fortement à la baisse cette barrière du zéro. On en est en ce moment à des taux négatifs à -0,1%, mais on est quasiment à zéro, donc il y a vraiment une barrière physique, contrairement à ce que dit Alan Greenspan. Et du coup, la prochaine récession qui s'annonce, les banques centrales n'auront pas de marge de manœuvre significative comme elles en avaient sur les crises précédentes. Vous voyez ici, le Japon a pu baisser ses taux pour la crise qui a suivi l'implosion de sa bulle immobilière, début des années 90, 6%, 600 points de base. Les États-Unis, l'Europe ont fait de même sur les dernières crises, 2000 et 2007, mais cette fois, elles n'ont quasiment plus de marge de manœuvre. La seule option en fait qui va rester aux États dans la crise qui arrive, si elle se confirme, ça sera de déverser de l'argent directement sur la population. C'est l'hélicoptère de Bernanke, donc des États qui vont faire de gros déficits, les banques centrales qui vont acheter en masse de la dette publique émise par les États, et les États qui vont ensuite déverser des prestations diverses sur la population. Alors faire ça, c'est tout simplement à terme réinventer le communisme ou le socialisme, puisque si on se met comme ça à déverser de l'argent sur la population, évidemment les acteurs économiques productifs n'auront plus intérêt à s'engager durablement dans des activités de production de richesse réelle. Ça sera bien plus rentable et bien plus intéressant d'utiliser son énergie à essayer de pêcher des subventions, des allocations, des prestations de l'État. C'est moins fatigant. Et du coup, la société qui se lancera là-dedans verra sa production de richesse chuter de façon exponentielle. Elle devra ensuite déverser encore plus de subventions pour compenser cela. Et ça se terminera forcément par une immense faillite, comme toute expérience socialiste digne de ce nom. Donc la seule issue possible que je vois pour la récession qui semble s'annoncer, c'est une crise en deux temps. D'abord un premier temps déflationniste classique comme en 2008 et ensuite probablement une sortie hyperinflationniste dans lesquelles le système financier, les États, les monnaies papier
verront leur confiance complètement érodée, avec une remise à zéro hyperinflationniste probable en sortie de crise. Dans un tel contexte, alors je l'explique régulièrement à mes abonnés, que ce soit la lettre PEA ou dans les formations sur la crise, le bouclier, le grand accélérateur, la meilleure façon de s'en sortir, ça ne sera pas seulement de chercher une banque solide ou une monnaie solide, parce qu'une fois que les États vont engager leur stratégie de fuite en avant, de déversement de monnaie comme ça sur la population, ils risquent de détruire l'ensemble du système financier, leur propre monnaie. Et tous les pays occidentaux, plus le Japon, sont concernés, et pas mal de pays émergents également. Donc il n'y aura pas vraiment de refuge valable durablement dans le temps. La seule réponse, c'est d'avoir un bon timing, de maîtriser le timing des différentes parties de la crise qui vont se succéder. Donc de savoir bien gérer des positions baissières sur les marchés pour gagner pendant la phase déflationniste, d'identifier à temps à quel moment le basculement va se faire vers la mise en danger des monnaies papier et la phase hyperinflationniste, pour ensuite mettre en place, au contraire, des stratégies de placement adaptées aux situations hyperinflationnistes. Il n'y a pas d'actif miracle qui soit capable de traverser sans baisser toutes les phases de la crise qui s'annoncent, puisqu'elles sont de nature très différente. L'or, bien sûr, l'or physique est intéressant si on se place dans un horizon de très long terme, 10, 15 ans. Certaines valeurs tangibles, notamment pétrolières par exemple aussi, très certainement. Mais même ces valeurs, ces actifs tangibles, ils sont susceptibles de baisser pendant la première phase de crise, la phase déflationniste. Donc ça ne sert à rien de se ruer massivement dessus dès maintenant. On peut avoir bien entendu une petite part d'ores et déjà sur ces actifs tangibles à titre d'assurance, mais le vrai moment pour les acheter, ça va être plus tard, vraiment qu'on sera complètement enfoncé dans la crise et pas maintenant.